Dans cette dernière partie du chapitre, nous allons découvrir ensemble les mécanismes de transfert de chaleur. Il est important d'évaluer le taux de transfert d'énergie. Pour cela, il faut étudier les mécanismes responsables de ce transfert. On peut distinguer trois mécanismes: la conduction, la convection et le rayonnement thermique. La conduction thermique, c'est le transfert qui peut être visualisé à l'échelle atomique. C'est un échange d'énergie entre particules microscopiques en collision, comme les atomes, les molécules ou les électrons libres. Les molécules les moins énergétiques absorbent de l'énergie quand elles entrent en collision avec les molécules les plus énergétiques. Le taux de conduction dépend des caractéristiques de la substance. Alors, si vous avez une certaine substance formée d'atomes ou de molécules, chaque molécule va vibrer autour d'une certaine position d'équilibre et elle entre en collision avec les autres particules. Alors, les particules les plus énergétiques, lorsqu'ils entrent en collision avec une particule moins énergétique, ils vont transférer une partie de cette énergie aux molécules voisines. Et comme ça, l'énergie va se propager de proche en proche. On sait que l'agitation thermique, la vibration des molécules autour d'une position d'équilibre, va dépendre de la température. Alors, lorsque vous avez une certaine substance et vous avez une température au point A ici qui est plus grande que la température au point B, ici, le gradient de température va induire un transport d'énergie dans ce sens. Les molécules ici, ayant une plus grande température, ils auront une plus grande vibration. Ils vont entrer en collision avec les particules les moins énergétiques, leur donner de l'énergie. Alors, ces molécules vont avoir une plus grande énergie et comme ça, l'énergie va se propager de proche en proche des lieux où vous avez une grande valeur de la température vers les milieux qui ont une plus faible température. On va voir. Alors, les molécules vibrent autour de leur position d'équilibre. Celles-ci entrent en collision avec les molécules adjacentes et transfèrent une certaine énergie. Les particules proches de la source vibrent avec une amplitude plus grande. Celles-ci entrent en collision avec les molécules adjacentes et transfèrent une certaine énergie. Finalement, l'énergie est transportée entièrement à travers la casserole dans ce cas. On sait que les métaux sont généralement les meilleurs conducteurs thermiques et les substances non métalliques. Ils contiennent que les substances non métalliques. Pourquoi? Puisque les métaux ont un grand nombre d'électrons libres qui se déplacent à travers le métal. Alors, ces électrons libres peuvent transporter de l'énergie d'une région à une autre plus facilement. Les mauvais conducteurs incluent l'amiante, le papier et bien sûr les gaz, puisque les molécules des gaz sont très espacées. Alors, il sera plus difficile d'entrer en choc avec les molécules adjacentes. La conduction ne peut se produire que s'il existe une différence de température entre les deux parties du milieu conducteur. Bien. Ici, on va prendre un exemple pour faire le calcul. On va considérer A comme étant la section du matériau étudié, delta X son épaisseur, ou la longueur, si on a une distribution linéaire de masse. P sera exprimé en watts, Q en joules et T en secondes. On va noter K, la conductivité thermique du matériau. Les bons conducteurs alors auront des valeurs de K plus élevées que les bons isolants qui ont des valeurs de conductivité thermique plus faibles. Alors, plus le matériau est un bon conducteur thermique, plus K va être plus élevé.
Ici, je vais considérer un matériau, un certain matériau qui a une longueur L. Il est en contact avec une source de chaleur ici qui a une température TH et de l'autre côté, il est en contact avec un matériau à une température TC. On est TH, يعني أصلا T hot ou T cold. TH est plus grande que TC. Alors, on a isolé thermiquement le matériau pour éviter les dissipations d'énergie ici avec l'air. Alors, puisque ce matériau ici est en contact avec des deux côtés, avec deux sources qui ont des chaleurs différentes, l'énergie thermique va être transférée du côté de T qui a une grande température vers la côté qui a la plus faible température. Je vais noter dt sur dx comme étant le gradient de température. dt sur dx mesure la variation de température en fonction de la position. Le signe négatif de l'équation qu'on va voir après indique que le transfert d'énergie s'effectue en direction de la température décroissante. Pour une tige, le gradient de température peut être exprimé comme étant delta T sur delta X est égal delta T, يعني TH moins TC sur delta X longueur يلي عم نحكي عنها يلي هي. Alors, le gradient de température est delta T sur delta X على طول بنكتب valeur. D'ailleurs, وقتها تعملوا TH moins TC يعني وقتها تنقوا للتمبيراتور la plus grande رح يطلع معكم positif. Alors, le taux de transfert d'énergie P sera égal à K, qui est la conductivité thermique, fois A, qui est la section, par delta T sur delta X, yani par TH moins TC sur R. Pour une plaque constituée de diverses couches de matériaux différents, d'épaisseur L1, L2, etc., et de différentes conductivités thermiques, le taux de transfert d'énergie peut être exprimé comme étant A delta T sur la somme des LI sur KI. Dans votre livre, vous pouvez trouver des tableaux qui donnent la valeur de K en watts par mètre par degré Celsius pour des différents matériaux. Ici, on présente K pour les métaux. Ici, par exemple, l'aluminium est de 238 à une conductivité thermique de 238, le fer, l'or. Aussi, vous pouvez trouver les conductivités thermiques pour les non-métaux et pour l'air. Vous remarquez que l'air a une très faible conductivité thermique par rapport aux métaux, de 138 pour l'aluminium, ici 0,023 pour l'air. Alors, aussi la conductivité thermique, au lieu de mettre somme des LI sur KI, on peut mettre la somme des RI où R est égal à L sur K. C'est la même formule. OK, mais vous pouvez remplacer L sur K par R. Passons à l'exemple 17.5 de votre livre. Deux plaques d'épaisseur L1 et L2 de conductivité thermique K1 et K2 sont en contact thermique. Leurs surfaces extérieures ont des températures T1 et T2 telles que T2 est plus grande que T1. Alors, le transfert thermique va être dans la direction de T2 de la plaque 2 vers la plaque 1. Il faut déterminer la température au point de contact des surfaces internes
et le taux de transfert de chaleur à travers les plaques à l'état stable. Passons à la convection. Dans le transfert par convection, l'énergie est transférée par le mouvement d'une substance telle que l'air. Lorsque le mouvement résulte de différences de densité, on parle d'une convection naturelle. Et lorsque le mouvement est forcé par un ventilateur ou bien une pompe, on parle de convection forcée. Prenons un exemple de convection naturelle. Prenons l'exemple du chauffage dans une pièce de votre maison. Ici, on a une pièce où vous avez un radiateur qui chauffe la pièce. L'air qui est en contact direct avec le radiateur va être plus chaud que l'air dans la pièce. Alors, l'air qui est chaud, il se dilate, sa densité diminue, alors il monte, il se refroidit de nouveau et il descend pour faire comme un cycle. Ce courant est appelé un courant de convection. طلعوا انتوا اذا بتحطوا ايدكم دغري فوق الشوفاج بتحسوا كأنه عم بكب هواء سخن. اوكي، هو مش عم بكب هواء سخن، هو عم بحمل هواء يلي دغري فوق الشوفاج. هيدا الهواء عم بيعمل ديلاتاسيون، عم يكبر الفوليوم تبعه. alors il va monter dans la pièce. مشان هيك بتحسوا كأنه في courant d'air. ليه؟ لأنه خفت الدنسité تبعه. Il va se déplacer vers les couches supérieures de la pièce. C'est un courant de convection naturelle. Finalement, le rayonnement thermique. Ce qu'il faut savoir que le transfert d'énergie par rayonnement thermique ne nécessite pas un contact physique. Tous les corps émettent continuellement de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques, l'origine de ces ondes électromagnétiques est la vibration thermique des molécules. Le taux de rayonnement thermique peut être calculé par la loi de Stéphane, qui me dit que la puissance du rayonnement d'un corps est égale à sigma fois A, qui est l'air du corps en mètres carrés, E, qui est l'émissivité, et elle varie entre 0 et 1, fois T4 qui est la température absolue. Parlons maintenant un peu de cette émissivité. Chaque corps a une valeur pour l'émissivité. S'il a une émissivité est égale à 0, alors ce corps n'absorbe ni il émet aucune énergie. S'il a une émissivité égale à 1, alors il peut absorber toute l'énergie qui arrive vers lui et ensuite il peut émettre de nouveau toute l'énergie qu'il a emmagasinée. On va voir des exemples tout de suite. Alors, l'absorption d'énergie et l'émission par rayonnement thermique peut être exprimée par cette loi qui est la loi de Stéphane. Je vais considérer qu'un corps a une certaine température T et il est dans un environnement de température de T0. Alors, il va gagner ou bien perdre de l'énergie telle que la puissance du rayonnement va être calculée par l'équation de Stéphane qui me dit que P net est changé et est égal à sigma AE T du corps moins T0 à la puissance 4. Lorsque le corps se trouve en équilibre thermique avec son environnement, il émet et absorbe de l'énergie à un même taux, de sorte que sa température va demeurer constante. Prenons le cas où l'émissivité est égale à 1. Si l'émissivité d'un corps est égale à 1, on l'appelle un absorbeur idéal. Alors, c'est un corps qui absorbe toute l'énergie qui lui est incidente. Ce type d'objet est appelé un corps noir. Vous allez étudier le corps noir en détail l'année prochaine. Mais pour le moment, il faut savoir la définition d'un corps noir. C'est un corps qui a une émissivité E est égale à 1. Il peut absorber toute l'énergie qui lui est incidente.
Aussi, un absorbeur idéal, on a parlé, et généralement un émetteur idéal d'énergie. Alors, comme il absorbe toute l'énergie qui lui est incidente, il peut de nouveau émettre cette énergie. C'est quoi un réflecteur idéal? Un réflecteur idéal n'absorbe aucune quantité d'énergie incidente et par la suite, il ne peut émettre aucune énergie. Prenons maintenant un exemple qui regroupe ces trois formes d'échange thermique, qui est le thermos que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Une bouteille thermos est un récipient conçu pour minimiser les pertes d'énergie par conduction, convection et rayonnement. Il est utilisé pour stocker les liquides froids ou chauds pendant de longues périodes. Alors, il va diminuer au maximum les échanges énergétiques par conduction, convection et rayonnement. Alors, le liquide contenu dans une bouteille thermos va préserver sa température, plus ou moins, pour un long moment. Comment il est constitué ou شو دور كل part regardons ensemble. C'est un récipient à double paroi comportant une couche intérieure argentée. Vous avez un vide entre ces deux parois. Okay? Le vide entre les deux parois permet de réduire l'échange de chaleur par conduction ou par convection, tandis que l'argenture des surfaces internes réduit l'échange thermique par rayonnement en réfléchissant toute énergie rayonnante. La taille du coup, elle réduit ou bien elle minimise aussi les pertes d'énergie avec le milieu extérieur. Alors, c'est un très bon exemple qui regroupe les trois formes d'échange thermique qu'on a déjà étudiées. Le chapitre 3 se termine ici. Si vous avez des questions, on va les discuter durant la séance Zoom. Allah s'il vous plaît, on a déjà terminé une grande partie de notre cours. Pour passer aux deux derniers chapitres.